Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de bons sons et de conversations. Et quelle joie de pouvoir discuter avec probablement la voix la plus apaisante du cinéma et de la télé. Rendons à César ce qui appartient à Arte, chaîne sur laquelle il a incarné dans En thérapie le psy, dont rêvent toutes et tous les névrosés. Catégorie The Voice et télé, il prête la sienne, de voix, pas de télé, au merveilleux film d'animation La Vie de Château, que je ne cesserai jamais de citer. On l'a vu aussi dans Une vie après, La Peste, Les Revenants, Fierté. Au ciné, on l'a croisé à de multiples reprises chez Bertrand Tavernier, chez Agnès Jaoui, chez François Ozon, Maïwenn et Valérie Donzelli, homme de théâtre aussi, nommé au Molière pour sa prestation de Opening Night, dans un rôle autrefois tenu par John Cassavetes himself. Œuvre évidemment non exhaustive, on le retrouve demain à l'affiche du film Les Musiciens de Grégory Magne, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pierrot. Et j'ai vu que vous faisiez non, mais en fait si. Mais si. Pardon. Sur Opening Night ? Oui. Oui, vous avez été nommé au Molière, catégorie meilleur second rôle, en 2020. Mais c'est juste. Ouais. Donc j'en déduis que vous attachez vraiment une grande importance à toutes ces cérémonies de récompense. Une importance relative, on va dire. Merci beaucoup de passer par ce studio. Vous m'en voulez pas d'avoir pris quelques raccourcis du coup sur la carrière ? Non. Sinon là j'en avais pour quelques heures à tout citer. Oh, mon Dieu. La question rituelle de cette émission est tout à fait légitime vu le sujet du film Les Musiciens et aussi parce que vous êtes clarinettiste. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec la musique au quotidien ? On a parlé de silence juste avant de commencer cette émission. Ça commence par ça, en réalité. C'est-à-dire que même avant de jouer de la clarinette, surtout si on n'en joue pas très bien comme c'est mon cas, il vaut mieux le silence. Non, je veux dire vraiment, le silence c'est ce qui... passer du silence à Chopin, par exemple. Ça peut être absolument merveilleux. Mais dans Chopin, il y a aussi beaucoup de silence. Dans la musique, il y a du silence. Donc, je crois que ça commence par le silence. Le rapport à la musique quotidien. Le préalable, c'est ça, donc ? Ouais. Très bien. Ouais. Parce que l'idée, c'est quand même de faire sonner, à un moment donné, une note ou plusieurs notes en harmonie, que ce que font très bien les musiciens. Mais ça commence par un mystère. Voilà. Est-ce que vous êtes le genre de comédien à faire des playlists de personnages ? Pas du tout. Non. Par contre, à certains moments, et pour certains rôles particuliers, il m'est arrivé d'écouter certaines musiques avant d'y aller. Mais pas systématiquement du tout. Mais pour vous mettre dans un état émotionnel plus que pour la psychologie du personnage. Exactement, pour un truc d'énergie. Ouais. Voilà. Bon. Alors je vais laisser un petit silence. Je peux pas trop longtemps en radio, mais en musique, on débute avec Nina Simone, si ça vous va. Feeling Good. C'est top. Le score sur Radio Nova. Nina Simone sur Nova, Feeling Good, et c'est normalement l'instant où je demande aux invités s'ils sont satisfaits de la musique, donc je vous le demande, Frédéric Pierrot. Très bien. Nina Simone, ça va. On parle aujourd'hui du film de Grégory Magne, Les Musiciens. Ce sont ceux d'un quatuor à cordes réunis par Astrid Thompson sur le point de réaliser le rêve de son père. Réunir 4 Stradivarius pour un concert unique, 4 virtuoses, qui semblent signifier 4 gros égos. Comment les faire avancer dans le même sens ? En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend à 11. Pourquoi on reprend à 11 ? Parce qu'avant, ils jouent pas. Ça va ? Beaumont, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Je crois qu'on n'est pas pareil, en fait. Ça veut dire quoi, ça ? Apolline ? Laissez-moi, je vous dis. Toujours cette manie de te cacher pour travailler. Vous vous entendez bien avec Peter. Vous êtes observateur ? On est fâchés à mort. Celui censé savoir comment ça se joue, c'est donc Charlie Beaumont, compositeur de la dite partition, d'abord réticent à l'idée de se replonger dans une œuvre qu'il croyait définitivement abandonnée, mais qui vient finalement aider. Vous êtes, Frédéric Pierrot, ce Charlie Beaumont. Qu'est-ce qui vous a séduit chez cet homme pour qui la musique a pris le relais de la parole ? Et oui, justement, d'imaginer qu'il ne sait pas comment s'y prendre et qu'il sait pas, il sait plus du tout ce qu'il a composé il y a 30 ans. Ouais. Et c'est un ressort de comédie formidable.
La comédie. Oui, le film est une comédie. Plus oui, bien qu'on sûr. ne le pense. C'est-à-dire que c'est pas envisagé non plus complètement comme un truc hilarant. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est pas ça la vraie bonne comédie. Mais c'est ce truc. Ce type arrive un peu malgré lui, quoi. Un peu contraint, un peu curieux sans doute. Enfin, on sait pas. Mais il va à reculons, quoi. Voilà. Donc c'est ça, moi, qui m'a amusé. Au départ, c'est d'imaginer un type pas content du tout d'y aller. Et en même temps, qui aime son métier, enfin, qui aime la musique, qui aime l'événement musical de la rencontre des musiciens. Voilà. Est-ce que c'est un exercice plaisant, voire reposant, que d'incarner un personnage qui chérit le silence et qui est donc dans une économie de mots ? Oui. Mais ça passe par quoi, de fait, quand on est comédien, pour le faire vivre ? Par la respiration. Ouais. Uniquement. Et c'est un personnage qui, de fait, est à l'écoute aussi, lui, plus que les autres. Rien n'est possible s'il n'y a pas écoute. Enfin, on le sait très bien, ça peut aussi ne pas exister. C'est le problème de notre époque. Est-ce qu'il y a un compositeur dont vous êtes inspiré pour cette partition particulière ? Absolument. Mais alors, vous allez trouver ça bizarre parce que c'est une rencontre que j'ai faite il y a très longtemps. Je trouve que j'ai été machinot. On parlait d'Antoine de Caunes, pour qui j'étais machinot. On parle toujours d'Antoine de Caunes. On parle toujours d'Antoine de Caunes. Que j'étais machinot pour le numéro 0, enfin le par ailleurs, bref. Et à la même époque, j'ai fait un très long travelling de l'Orchestre symphonique de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu, qui était la musique de Jean Français. Ouais. Jean Français est un compositeur qui est curieusement, enfin, à mon avis, pas assez connu. Qui a une œuvre absolument colossale. Et dans tous les domaines. Alors, je crois qu'on le connaît plus pour des musiques de films comme Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, etc., mais qui a une œuvre colossale. Et c'est un merveilleux compositeur, vraiment, que j'ai découvert à la suite de cet enregistrement, je ne le connaissais pas. Et j'ai été très marqué par sa présence, la présence de cet homme qui était à la fois humble, délicate, impressionnante. C'était un très grand monsieur, habillé avec un long manteau de cuir noir, d'une discrétion absolue, qui a répondu à Jean-Claude Casatsu, qui lui demandait, après avoir donné le rythme à son orchestre et fait quelques mesures, il a arrêté l'orchestre, il s'est retourné. Le lendemain de la mort du père de Casatsu, en plus. Donc il y avait une charge. Il s'est retourné vers le compositeur. Il lui dit, maître, est-ce que le tempo vous convient ? Parfaitement. Peut-être un petit peu, mais pas plus. C'était d'une délicatesse, tout ça. Et il écoutait religieusement sa musique. Mais je pense, moi, qu'il était à l'écoute des musiciens, bien sûr. Un homme doux, donc. Oui. Ouais. On poursuit la conversation sur les musiciens dans un instant. On écoutera aussi Gonzalez et tout ça. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Gonzalez sur Nova, You Can Dance est toujours en compagnie de Frédéric Pierrot. On parle du film de Gregory Mine, Les Musiciens, qui sera dans les salles demain. Au centre de l'histoire, au-delà d'interprètes d'exception, il y a des instruments de type chef-d'œuvre, 4 Stradivarius, qui impliquent une extrême précaution. Mais avis d'ailleurs, je ne sais pas si vous partagez, qu'au départ, on fait plus attention dans ce film aux choses qu'aux gens. Ah, tiens. Intéressant. Non, mais je trouve que ça en dit long sur la psychologie des virtuoses. Aux choses, c'est-à-dire aux objets, c'est-à-dire à l'instrument. Bah oui. Le film commence par un plan inouï, dont je ne révélerai pas tous les trucs, mais qui évoque au fond une sorte d'accouchement, je trouve. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui trouve, c'est le luthier, François Ettori, qui est dans le film, qui a eu cette image très belle de ce plan à l'intérieur. Et qui évoque très fort l'accouchement. Voilà. Un mot également, parce qu'on parlait des objets, parlons des gens quand même. Un mot de vos partenaires, Mathieu Spinozzi qui joue le premier violon, Emma Ravier qui joue l'alto, Daniel Garlitsky qui joue le deuxième violon et Marie Vial qui joue le violoncelle. Ils sont toutes musiciens. Est-ce que c'était l'occasion de vérifier tous les ponts qui existent entre les arts que vous pratiquez ? Ah oui. Parce qu'il y en a de très directs. Oui. Non, là, il y a un truc qui est merveilleux. Je trouve qu'ils ont réussi tous, chacun, parce que, par exemple, Daniel Garlitsky n'avait jamais joué.
ils ont réussi un truc extraordinaire. Alors, Marie Vial, elle avait l'expérience du violoncelle en scène, mais ils ont réussi à... Emma et Mathieu avait joué, a travaillé beaucoup d'abord pour accueillir la partition de Grégoire Hetzel, qui est pas simple. Ouais. Grégoire qui a composé toute la musique du film. Ouais. Qui a eu une astuce absolument formidable pour le premier mouvement du truc. Il a fait un second violon plus virtuose que le premier violon pour que quelque chose se passe aussi sur le plan musical, ce qui n'a pas manqué, évidemment, entre les musiciens. Ils ont vraiment réussi à s'oublier en tant que comédien, c'est-à-dire à lâcher prise parce qu'il y a l'enjeu de la musique et qu'ils jouent pour de bon. Enfin, je veux dire que c'est pas, ils font pas semblant, quoi. Voilà. Il y a une phrase que dit votre personnage Charlie Beaumont dans le film qui, en substance, serait 4 virtuoses, 4 personnes qui jouent de manière splendide, mais pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un moment qui joue faux. Est-ce que ça s'applique aussi à un plateau de cinéma ? Ah, moi je crois. Ouais. Enfin, alors faut s'entendre sur jouer faux. En tout cas, l'idée qu'on se fait de la justesse, moi, m'a toujours un peu questionné. Je pense que jouer juste, par exemple, ça serait quoi ? Qui peut définir ce que c'est ? Non, je pense que il y a une certaine fausseté. On dit en effet que pour que ça sonne juste, faut que chacun soit un petit peu faux. Mais ça se joue à 3 fois rien. Hein. Et alors on s'est fait expliciter ça, c'est une histoire de coma, c'est une histoire mathématique, c'est assez technique, mais c'est réel. Voilà. Ouais. Vous retrouvez aussi dans ce film Valérie Donzelli, qui vous a dirigé 2 fois, dans La guerre est déclarée, dans Marguerite et Julien. Est-ce que ça aide à faire front dans l'adversité ? Parce que c'est vraiment l'histoire de vos 2 personnages qui doivent faire front face à 4 gros égos. Oui, en même temps, on n'a pas tout à fait le même... Enfin, si, on a une forme de but commun qui est ce concert à créer, mais on ne l'aborde pas du tout de la même façon, ni avec les mêmes contraintes. Mais non, ce qui était agréable avec Valérie, c'est que là, pour la première fois, elle était déchargée de la charge de mise en scène. Ouais. Et voilà, et ça, c'était chouette. Voilà. Il y a un autre personnage très important dans le film, vous en avez parlé, on ne le voit pas à l'écran mais on l'entend, qui est donc Grégoire Hetzel, le compositeur de la musique du film. Est-ce que lui aussi vous a dirigé à certains endroits comme Gregory Mine, le réalisateur ? Alors, il a été présent, je l'ai observé pendant une répétition, la première fois où je l'ai vu, qui était assez révélatrice et intéressante sur la façon de s'adresser, la façon de parler par image, et puis aussi certains termes techniques, etc. Et il a eu la gentillesse de venir, ce qui m'a rassuré, parce que de venir quand j'avais des scènes importantes avec les musiciens. Voilà. Donc je le regardais d'un œil, c'est pas non plus qu'il me donnait vraiment des indications, mais j'aimais bien sentir son regard. Puis je l'avais vu aussi pour d'autres raisons, c'est que les morceaux de clarinette que je fais avec lui, il les avait écrits, c'est des chants d'oiseaux, mais vous jouez la clarinette dans le film. Je joue la clarinette au début. Et c'était écrit à une tonalité qui était un peu compliquée à la clarinette, qui est le changement d'octave. Comme je suis pas un expert, c'était plus facile de le changer. Alors on s'est un peu reniflé le cul, j'aime bien cette expression, auparavant. Comme dans Didier, vous voulez dire. Voilà. On poursuit la conversation dans un instant. On écoute Oxmo Puccino avec Oli Popet Bar. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Oxmo Puccino sur Nova, Oli Popet Bar. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Pierrot. Pour mon plus grand plaisir, je le dis, on parle du film de Gregory Mine, Les musiciens, qui sera dans les salles demain. Frédéric, si, comme le dit le film, la musique est un langage, vous êtes plutôt niveau intermédiaire, usuel ou bilingue ? J'ai pas compris. Comme sur un CV. Usuel ? Bah oui, parce que sur les CV, quand on donne son niveau d'anglais, c'est genre intermédiaire, bof, usuel, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, ou vraiment bilingue, je maîtrise totalement le langage. Ah non, sûrement, je suis bilingue de rien du tout. Ouais. Donc plutôt usuel. Oh oui. Ouais, bah ça me va. Vous vous êtes retrouvé dans le film un peu dans la même situation que vos personnages, c'est-à-dire une forme de course contre la montre. Eux, c'est pour un spectacle. Vous, c'était pour un tournage qui, je crois, a été assez court. C'est très juste. Ouais. Comme quoi, les contraintes, la contrainte d'un tournage, fait écho et miroir et ça participe probablement de la
comment dirais-je, de la tension positive, de la fraîcheur de ce film. Il y a un truc, il est irrigué de quelque chose de réel, puisqu'effectivement, on a tourné ce film on peut le dire, en 29 jours. Ouais, ce qui est pas énorme pour un tournage. Attendez, vu les trucs, les défis techniques, je veux dire que c'est tout, oui, c'était chouette, quoi. C'était... Puisqu'on en est au parallèle, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec des virtuoses sur un plateau en vous disant que si les égos ne se rejoignent pas à un endroit, le chef-d'œuvre sur papier va se transformer en catastrophe? Oh là là, mon Dieu, quel cauchemar vous dites là. Ouais. Ben, c'est un cauchemar. Je suis pas arrivé, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas du tout arrivé serein. Moi, sur ce tournage, j'étais inquiet. Je suis toujours inquiet quand il y a un risque de trucs d'égo, quoi. Ouais. Ah, il n'y a rien de pire. C'est effrayant à affronter. J'ai pas le souvenir de cas précis. Mais si, bien sûr, en cherchant bien, je trouverai. Mais oui, non, je demande pas de non, mais je me dis que c'est une situation qui peut arriver. Mais bien sûr que ça arrive. Vous êtes une compétition. Obligé de prendre sur vous. Ouais. La plupart du temps, c'est provoqué par la bêtise. Je me suis rendu compte en regardant votre filmographie que la position de celui qui dirige, ou en tout cas la position de guide, de celui qui mène, c'est pas une figure isolée dans votre filmo. Pas mal de figures d'autorité. Dans Hors Normes, par exemple, vous étiez inspecteur à l'inspection générale des affaires sociales, vous avez été le capitaine Courtauld dans Grâce à Dieu, Balou, le commandant de police, le général Gourgaud dans Monsieur N, d'Antoine Decaune, le revoilà. Vous avez été un psychiatre dans Les aveux de l'innocent de Jean-Pierre Améris, le docteur Rieux dans La Peste, un psy dans Orlando, ma biographie politique, évidemment le docteur Dayan dans En Thérapie. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est accidentel, tous ces personnages en charge des autres? Accidentel, mais pas de calcul, oui, absolument. Mais je me sens pas du tout... Enfin, je pense qu'il faut se garder, en tout cas dans la vie, de croire à l'utopie qu'on soit en charge des autres. C'est un vrai défaut qu'on a tous, moi, peut-être plus que les autres. C'est peut-être ça, alors, le hasard dont vous parlez. Mais je me le reproche. Non, mais ça interroge aussi sur ce que les réalisateurs projettent sur vous. Ouais. Bon, il y a plus désagréable comme projection quand même. C'est-à-dire que s'il y avait une récurrence de rôle d'infâme salaud, je comprends que ça interroge, mais là c'est quand même... C'est pas des personnages ni inintéressants, ni exempts de qualité. Non. Ouais, ça vous frappe pas plus que ça. Ça m'inquiète, mais tout m'inquiète désormais. Vous avez aussi incarné un réalisateur chez René Ferré dans le prochain film et un producteur chez Renaud Cohen, au cas où je n'aurais pas la Palme d'Or. Des rôles pour lesquels j'imagine vous n'avez pas eu besoin de vous documenter des masses. Non, je connais un peu la musique, comme on dit. Ouais. Mais c'est des rôles particuliers? C'est des enjeux particuliers quand on est comédien? Oui, avec Renaud et avec René, puisque c'est Renaud Cohen. Mais Renaud, c'était vraiment un truc pour rire qu'il a fait, qui est assez délicieux. René était il a toujours été très engagé finalement par rapport au cinéma. Il produisait ses films, il a fait faillite à une époque, il a repris. Enfin, c'est un rapport au cinéma qui est un rapport de combat, René. Et c'était une œuvre très autobiographique. Donc ce film, en effet, c'est son rapport au cinéma. C'est ce dont il est question, c'est comment j'en fais. C'est ça qu'il raconte, au fond. C'est comment moi j'envisage d'en faire, c'est-à-dire avec très peu de moyens, et c'est comme ça qu'on l'a tourné. Vous avez un rapport de combat, vous aussi, avec le cinéma? Ouais, mais de moins en moins, parce que oui, sans doute, enfin je veux dire... C'était pas évident quand même. Ouais. Non, c'était pas gagné du tout. J'imaginais pas être acteur tout à fait au début. Je rêvais de cinéma, mais pas d'être acteur. Je pensais pas ça. Et ben justement, on va en parler dans un instant, juste après Bobby Womack, Across the 110th Street. Le score sur Radio Nova. Bobby Womack sur Nova, Across the 110th Street, ce qui est vraiment un exercice d'orthophonie pour moi, je ne vous cache pas, Frédéric Pierrot. Ne vous moquez pas, l'accent est tout à fait perfectible. Restons un instant, si vous le voulez bien, si vous me dites non, je suis très ennuyée parce que je me voudrais de ne pas pouvoir en parler, sur cette remarquable série qui est toujours dispo sur arte.tv pour les retardataires ou les réfractaires à l'analyse, En Thérapie. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Philippe Dayan devienne si populaire? Non. Non. Je suis en train de penser qu'il y a un psychanalyste qui s'appelle Maurice Dayan, qui est décédé, je crois, juste au moment où on tournait la première saison. Voilà. Et puis je pense aussi à l'acteur qui est à l'origine de la série, qui s'appelle...
j'ai un trou sur le prénom, mais c'est Dayan, le fils de Moshe Dayan. Je ne sais plus si c'est Arié ou... Voilà. Je vais vous trouver ça tout de suite. C'est en hommage à cet acteur, qui est décédé lui aussi, qu'on a appelé le personnage Dayan. Mais en fait, on aurait pu se dire que comme c'est la télé, ce personnage est rentré directement dans plus de foyers, mais comme vous aviez déjà beaucoup aussi tourné dans des séries, ça peut pas être la seule explication. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement pour ce personnage et pour cette série qui correspondait à... Mais souvenez-vous, quand c'est arrivé, oui, c'est arrivé pendant le confinement. Ouais. On ne le savait pas. Au moment de tourner, c'est vrai qu'on ne le savait pas. Puisque les premières alertes pendant la première saison, il y avait sur les feuilles de service les films du Poisson, Yael Fogiel, Laetitia Gonzalez ont commencé à alerter qu'il fallait faire attention, plus serrer la main, etc. en cours de tournage. Donc c'est un moment très particulier où tout le monde a été à l'arrêt. Ouais. C'est quand même, rétrospectivement, c'est inouï, quoi. Voilà. Mais est-ce que ce personnage, vous avez eu dans cette position très étrange d'être celui, par la suite, peut-être par confusion de genre, qui recueille la parole des gens? Il y a des rôles comme ça qui débordent. Ouais, sans doute que je me rends compte que ça a marqué très fort. Je m'en rends compte encore maintenant. Voilà, c'est pas très grave. Je peux tout à fait assumer ça. Je veux dire, ça ne m'apparaît pas comme quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, je trouve ça, par rapport à la détresse que je ressens dans le monde actuel et tout, c'est un moindre, franchement... oui. Voilà. Je note d'ailleurs que vous avez tourné dans pas mal de séries, soit très en phase avec leur époque, soit avec des sujets dont le ciné a eu du mal à s'emparer. Je pense par exemple à Arki, Opération Turquoise, d'Alain Tasma, L'état de grâce de Pascal Chaumeil, Qui sème le vent, Fierté de Philippe Faucon. Est-ce que c'est le citoyen concerné qui préside au choix des rôles? Ah ouais, un peu. C'est-à-dire que j'aime bien les... Ouais. Le Rwanda, vous avez évoqué, c'est curieux, parce que même... Oli Lola de Tavernier qui se passe, qui est pas du tout, qui est un sujet sur l'adoption, ce qui est un sujet passionnant en soi, mais se passe au Cambodge. Et on a été au Cambodge, dans un pays quelques décennies après ce génocide effrayant. C'est-à-dire que toute la question humaine traverse finalement, d'une certaine façon. J'ai tourné avec Jean-Marc Brondolo un film Atacama dans l'endroit où le Chili enterrait les victimes, enterrait ceux qu'ils avaient assassinés, Pinochet, dans le désert. Enfin, il y a des choses comme ça. La guerre d'Espagne, enfin bon, bref. Oui, tout ça, oui, bien sûr. C'est des questions très, très importantes, des repères, des points de repère. Et de vos expériences que je qualifierais d'internationales, sans trop m'avancer, parce que vous avez tourné avec Ken Loach dans Land and Freedom, avec Rodrigo Sorogoyen Madre, Marianne Medeiros, Capitaine d'Avril. Qu'est-ce que vous gardez de ces expériences-là? Est-ce que c'est vraiment très différent? Rodrigo Sorogoyen, tout de suite, ce qui me vient, c'est une équipe incroyablement mobilisée. Ouais. Des Espagnols, une équipe espagnole absolument formidable, Rodrigo compris, bien sûr. Et pour une raison simple, c'est que pendant... presque un peu plus d'une décennie, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de cinéma en Espagne. Et quand c'est le Perchman qui m'avait expliqué ça, et que quand tout d'un coup... Ça repart. Ils étaient capables de tout, quoi, sur un tournage. C'était vraiment formidable. Et puis vous avez cité Ken Loach, c'est évidemment, là, je parlais de la guerre d'Espagne. C'est un truc qui a marqué, parce que c'est un film qui est devenu un point de repère, mais Marianne Medeiros aussi, sur la révolution des œillets. Non, c'est beaucoup de chance d'avoir participé à des projets comme ça. Vraiment, j'en suis conscient, pour les rencontres, pour le voyage, et aussi pour les témoignages entendus ou évoqués de ces moments-là, quoi. On marque une courte pause publicitaire, on se retrouve juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Frédéric Pierrot, venu nous parler du film Les Musiciens de Grégory Magne, qui sera dans les salles demain. Je me suis posé la question, parce que vous l'avez dit, vous avez un parcours très particulier. Le cinéma a été une envie, mais pas forcément devant la caméra de manière immédiate. Est-ce qu'il y a des comédiens, des comédiennes qui vous ont donné une envie de cinéma?
Ah bah oui, bien sûr, tous les acteurs de l'époque quand j'étais enfant. Enfin, je pense immédiatement... mais pourquoi pas Pierre William, tout le monde l'a oublié, Wilm, Pierre William Wilm, bon, je pense à lui, Kirk Douglas. Mais évidemment, Bourvil, qui était de ma région, enfin tous, ouais. Ventura, Gabin, Belmondo, ouais. Non, ça serait trop long de les citer tous, mais c'est vrai. Et ça a commencé, évidemment, en regardant la télévision. Il y avait un cinéma dans mon village, mais en regardant le cinéma de minuit, en regardant... Ouais. Mais je pense qu'on se projette tous dans les comédiens. C'est ça le travail d'être comédien, c'est d'essayer d'imaginer comment c'est plus facile pour les gens de se projeter dans le truc. Donc faut pas interpréter trop fort non plus. Je pense que les gens que j'ai cités, c'est souvent des interprétations fortes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tasser un petit peu plus. C'est vrai ? Ouais, c'est mon approche des choses. Ouais. Laisser plus de place aux gens d'imaginer. J'ai un petit extrait de bande-annonce à vous faire écouter. Si j'ai bien travaillé, normalement, ça devrait vous évoquer quelque chose. Vous avez entendu ? Quoi ? Ordre d'arrêter le roi et toute sa famille. Non ! On ne peut pas arrêter le roi ! Le roi fuit aujourd'hui sur notre route. C'est Baldi, peut-être vous pouvez le rattraper. Que pensez-vous de cette nouvelle, monsieur Payne ? Madame, un roi qui prend la fuite. De minute en minute, il est un peu moins le roi. Riche. Ne soyez plus ni dur, ni insolent. Prenez garde, magistrat. Une révolution se prépare. Une révolution funeste. Alors, ça tombe bien que vous parliez de jouer un peu moins fort. Là, on parle d'un film qui est sorti en 82, La Nuit de Varennes d'Ettore Scola. Un film sur lequel vous avez été machiniste. Ouais. C'est fou ? Ouais, c'est fou. Vous vous rendez compte ? Je crois que j'en ai rêvé pendant plusieurs semaines après. Parce que c'était un film incroyable. Avec Mastroianni, entre autres. Mastroianni, ouais. Laura Betti, Harvey Keitel, ouais. Anna Schygoula, Jean-Claude... pardon, ils ne me viennent pas tous. Mais c'était juste inouï, quoi, Jean-Claude Brialy. Et j'étais vraiment jeune. Et j'ai failli avoir un accident, d'ailleurs. J'ai fait une connerie sur ce tournage. C'était magnifique, quoi. Ouais. Ouais. Aux premières loges, là, pour le coup. Oui, c'est ça, mais la position de Machino sur les tournages, c'était absolument formidable pour observer les comédiens au travail. Et en particulier, Marcello ne bougeait pas. Il avait un manteau énorme, parce qu'il jouait Casanova. Il était dans la chapelle de Senlis, un peu trônant autour d'un marché qui était reconstitué dans la chapelle de Senlis. De temps en temps, on me demandait de le remonter un peu, un cube sous les fesses, tout ça. Et il fumait cigarette sur cigarette. De mémoire, je crois que c'était des gitanes, ou en tout cas, c'était des brunes assez fortes. Il ne bougeait pas d'un paix. Enfin, je veux dire que c'était inouï. Presque la présence de cet homme qui est la présence absolument ordinaire. Et dès que vous le voyez à l'image, ça explose. C'est dément, quoi. Mais il faisait absolument presque rien, quoi. Ouais. Ce qui devait vous plaire. Vous parlez d'économie de mouvement et d'économie de mots, pour le coup. Ouais. Oui. C'est vraiment un exemple inouï, quoi. Magnifique. Mais Piccoli, qui était très ami avec Mastroianni aussi, d'une certaine façon. Je parlais du théâtre en début d'émission. Je citais Opening Night. Je le rappelle, vous avez été nommé au Molière. Oui. Est-ce que vous allez remonter sur les planches dans un avenir imminent ? Figurez-vous que oui, il y a un spectacle d'Arthur Nosiciel qu'on a déjà joué à la Colline qui s'appelle Mes Frères, qui est un spectacle qu'on aime beaucoup, qui est très, très fort, écrit par Pascal Lambert. Et il est question d'aller le jouer en Chine. Ah, nouvelle 3 expérience. dates au mois d'octobre. Ouais. Vous vous rendez compte, un voyage en Chine pour 3 dates. Voilà, le luxe de ce métier. Bon, si ça se fait, ça serait extraordinaire, mais j'adore le théâtre. Ouais. Pour une raison aussi simple, c'est que c'est un rythme qui est moins violent que le cinéma. Vous comprenez que le cinéma, on va, on vient, on change de décor, enfin, on n'a jamais le temps. Enfin, c'est un petit peu plus, voilà, comme ça. Mais bon, ça me va aussi, hein, j'aime beaucoup ça. Mais le théâtre est quelque chose la temporalité du théâtre est quelque chose d'un poil plus... Sanction immédiate, le théâtre. Aussi. Et puis, c'est le lâcher, c'est-à-dire que chaque soir, vous êtes absolument seul avec les camarades, quoi. Ouais. Et le public, dans cette histoire qui se développe, quoi.
C'est merveilleux. Alors qu'évidemment, c'est tronçonné. Alors, reparlons de Grégory Magne, qui a fait, lui, un boulot remarquable pour les musiciens, justement, sachant qu'il avait peu de temps et des contraintes fortes, il s'était forcé, dans l'ensemble, on a tourné dans l'ordre. Ah oui. Et donc avec, à peu de choses près, Mais il y avait beaucoup d'attention de sa part à ce que on ait un tournage qui soit vécu comme quelque chose d'harmonieux, de doux, ancré dans la réalité. Les musiciens de Grégory Magne, ce sera dans les salles demain. Dernier titre choisi par mes soins avant de vous laisser la main, puisque je ne vous ai pas prévenu, mais vous allez devoir faire la sélection de la demi-heure qui vient. Oui, c'est une vaste mission. On écoute Voyou avec Syracuse. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to follow. Fucking hell. Voyou sur Nova avec sa version de Syracuse, toujours en compagnie de Frédéric Pierrot. Je suis dans le regret de vous soumettre à une dernière épreuve avant de vous laisser partir. Un questionnaire sur la musique qui va faire appel à vos souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac dans la mesure du possible, et je n'ai pas le droit de vous demander de justifier vos choix. Est-ce que ça vous va ? Je sais pas si... Allons-y. Allez, allons-y. Quel est le titre qui symbolise pour vous le mieux l'enfance ? Ou en tout cas, la vôtre. L'enfant sauvage ? Ouais. La musique de votre adolescence ? Allez. Voilà. Allez, Charles Bronson. Votre hit de karaoké, si toutefois vous vous adonnez à ce genre d'exercice, ou ce que vous chantez sous la douche, on s'en contentera. Allez, j'ai vu, puisque vous parliez d'Opening Night, j'ai vu Isabelle Janis chanter... comment ça s'appelle ? Pulmarine ? Pulmarine ? Ouais. En karaoké. Ah bah parfait. À Nice. Très bien. C'est chouette de voir Isabelle chanter sa chanson. Sa chanson, bah oui. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Je sais plus quel prélude de Chopin. Il y en a un que je vénère, mais je vais pas savoir dire son numéro. Alors, vous voyez, même ça, un prélude de Chopin. On n'a aucune chance de le trouver. Un prélude. Ouais. Y a-t-il une chanson de comédie musicale qui a vos faveurs ? Ah, ça serait de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. Mais tiens, celle où il danse, comment il s'appelle ? L'Américain, dans la rue, tellement élégant. Alors moi, je suis d'une nullité crasse sur ce dossier, je vais vous dire ça Je chante mal, le rythme est pas... Non, ça va, moi j'ai reconnu la chanson, mais... Avec Georges Sakiris, avec... Bon, bref. Mes filles, je chante merveilleusement. Y a-t-il une chanson qui vous propulse de manière immédiate sur la piste de danse ? J'ai été très danseur disco dans les années 75. Ouais. Voilà. Bon, vous avez passé les samedis soirs en boîte. On vous a vu danser au cinéma, hein ? Sur du disco. Ah oui, absolument. Dans Police. Dans Police. Il y a une scène de boîte de nuit assez mémorable. Je ne saurais plus vous dire le titre de la chanson. Stand on the World. Ok. Moi, je l'ai. Et enfin, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Est-ce qu'il y a une mélodie comme ça qui vient vous perturber ? La comédie, pam 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 padam. Ça, alors là, Paolo Conte, je pense qu'une fois qu'il est là, ouais. Bah, la comédie, justement. Et puis la comédie. C'en est une très délicate. Les musiciens, le film de Grégory Magne qui sera demain dans les salles. Et Frédéric Pierrot, il est temps de passer à vos choix musicaux, puisque c'est vous qui avez donc choisi la demi-heure de musique qui arrive. Vous avez choisi de débuter avec Al Green. Pourquoi lui ? Al Green, je ne sais pas si ça sera... Mais il y a un des morceaux qu'on adore, que ma fille joue au piano, moi je tente à la clarinette, mais je suis incapable de vous redire le titre. Mais c'est un très beau... C'est le disque le plus connu d'Al Green. Est-ce que vous m'en voulez si je choisis Let's Stay Together ? Non ! Allez ! C'est Al Green. Le score sur Radio Nova. David Bowie pour clore le score consacré à Frédéric Pierrot qui sera demain dans les salles, dans les musiciens de Grégory Magne. Merci mille fois d'être passé par ce studio. C'était un plaisir. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.